Et pour parler de ce sujet ainsi que de tout ce qui concerne les énergies non renouvelables et le développement durable, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil, dans le studio, Madame Amira Hessine. Vous êtes experte en développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le Premier ministre, Moustapha Madbouli, a assisté à la signature à la cérémonie d'inauguration de la première phase du projet de centrale solaire Obélisque à Naga Hammadi. Alors, de quoi il s'agit? Expliquez-nous ce projet. Ce projet a été initié en 2024, a pris 13 mois pour la construction de la première phase et sur une superficie de 20 km² qui est la plus grande en Afrique et au Moyen-Orient. Et ce projet est censé fournir 500 MW pour la première phase avec un total de 1000 MW d'ici l'année en cours. La deuxième phase sera terminée par la volonté de Dieu cette année-ci, et avec un financement qui s'élève à 600 millions de dollars américains, et ce dans le cadre de l'initiative du ministère de la coopération internationale NOAFI, justement pour s'adapter au changement climatique en attirant des financements dans ce cadre pour aller de pair avec l'ODD, surtout numéro 7. C'est quoi l'ODD numéro 7? Oui, l'ODD numéro 7, c'est de fournir l'énergie avec une source, d'une source durable, propre et à prix abordable. D'ici l'année 2030. Et en effet, ce projet-là est l'unique qui est doté de la capacité de stockage de l'énergie solaire, parce que le problème dans l'énergie solaire jusqu'à présent, c'est de sauvegarder l'énergie, le surplus d'énergie pour que pour pouvoir l'utiliser plus tard, que ce soit au moment de pic ou au moment ou lors de la nuit, ce qui peut nous faire tant d'épargne en termes de gaz naturel, parce que parfois lors des moments de pic nous avons recours comme alternative à l'énergie fossile pour combler le manque. Surtout que ce projet va également aider à la stabilisation du réseau national et qui va augmenter l'apport de l'énergie renouvelable dans le réseau énergétique égyptien à 42%. Vers l'an 2030. 2030, oui. Et ce projet-là a eu une contribution de différentes institutions financières, à savoir la Banque d'investissement européenne avec 150 millions de dollars, la BAD africaine avec 160 millions de dollars, et la Banque européenne de reconstruction et de développement avec 100 millions de dollars, ce qui, d'après le ministère de la coopération internationale, ce qui constitue un vote des institutions sur le futur de l'économie égyptienne. En effet, ce projet-là a différents avantages, à savoir que il va fournir l'électricité à 1,6 foyers égyptiens, et il va... 1,6 million. Non, 1,6 million, ah oui. Million. Ah, oui, 1,6 million de foyers égyptiens, je m'excuse, et avec un effet cumulé de réserves ou d'épargne de gaz naturel qui peut s'élever le long de la durée de la vie du projet, qui s'élève à 5 ans, de 513 milliards unités thermiques, ce qui équivaut à 5,1 milliards de dollars le long de la durée du projet. C'est énorme. C'est énorme, oui. Oui, concernant la technologie de faire une station solaire, est-ce que l'Égypte possède cette technologie, ou il y a un partenariat avec d'autres pays, comme par exemple à Assouan, cette grande station solaire, nous avons des partenariats avec des autres pays comme la Chine, par exemple? Certes, le projet, en termes de ce projet-là, c'est avec une société norvégienne
En plus, l'Égypte essaye de faire ou d'élargir son réseau de partenariat pour ne pas compter sur un partenaire au détriment de l'autre, parce que vous savez, c'est une question qui relève de la souveraineté, une question de souveraineté et c'est pas de sécurité nationale plutôt, c'est pas de souveraineté, je m'excuse. Et que cette technologie, le seul problème est que parce que c'est toutes les technologies qui sont efficaces. Voici, sont bonnes et très efficaces avec des cycles de recharge qui peuvent s'élever à 5 ans de vie prolongée, mais le seul défi, c'est que les batteries là sont sensibles à l'élévation de la température. Oui. Alors, il faut choisir son partenaire en fonction de nos conditions. Justement, il faut choisir nos priorités et nos partenaires en fonction de la technologie qu'ils offrent et qui peuvent s'adapter à nos conditions climatiques. Et à Ben, il n'y a pas la possibilité de stockage énergétique encore. Oui. Cette station est la première au Moyen-Orient, en Afrique, qui est dotée de cette capacité-là. Et que, comme vous avez souligné, Ben a été choisie parce que cette station, ou ce parc-là, est situé plus 35 degrés de l'équateur. C'est là où il y a la ceinture solaire mondiale. Oui. Cette ceinture solaire mondiale, elle est la plus ensoleillée avec une énergie intense et constante, mais toutefois, elle n'est pas équipée jusqu'à présent que de 9% de la capacité photovoltaïque de par le monde. Oui. Or, 75% de la population mondiale vit autour de cette ceinture solaire. Alors, c'est un appel à tous les pays du monde à profiter de cette... parce que c'est un atout qui est négligé, et ce, au profit de l'énergie fossile, et cette énergie fossile qui nous cause le réchauffement climatique. Il s'y a mentionné que ce projet de Naga Hamed va nous faire éviter 1,3 million de tonnes des émissions en carbone chaque année. D'accord. Oui. Alors, l'énergie solaire est une énergie propre, abordable, et avec la technologie, comme je vous ai dit, de batteries, surtout de lithium-ion, qui était en 2013, la batterie coûtait à cette date-là 600 €. Maintenant, le prix a baissé de 80% pour que ce soit de 180 € seulement. Et ça peut fournir une autonomie des foyers et du coup, tant de possibilités de développement, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau de développement des zones rurales distantes où l'infrastructure ne peut pas arriver. Oui. Vous voyez? Parlant maintenant des fermes d'irrigation, des méthodes d'irrigation modernes qui peuvent être alimentées par une électricité off-grid ou hors réseau. Faisant maintenant un développement à différents azimuts. Quand vous voyez, les élèves peuvent étudier à l'école l'électricité, l'internet, l'éducation à distance. Vous voyez, l'électricité change tout. Tout à fait. De toute façon, on va en parler en détail tout à l'heure, après qu'on aborde ce sujet concernant le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, qui s'est entretenu lundi avec la ministre irlandaise des Affaires étrangères, du Commerce et de la Défense, Helen McEntee, en visite officielle actuelle en Égypte. L'entretien a notamment porté sur les relations égypto-irlandaises et sur les moyens de les renforcer dans les divers domaines. Les deux ministres ont également examiné nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Alors, nous avons de très bonnes relations avec l'Irlande quand même. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, et la ministre des Affaires du Commerce et de la Défense de l'Irlande. Alors, à quel point on entretient de bonnes relations avec ce pays? Vous voyez, l'Égypte a le privilège de ne pas
ou de se lier de relations de long terme avec tous les pays du monde, en effet, parce que ce qui règle ou ce qui régit en effet nos relations avec les pays du monde, c'est le respect mutuel. Et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Oui, surtout à la lumière de ce qu'on voit maintenant de l'enlèvement d'un président d'un pays pour que ça soit jugé ailleurs, vous voyez, et les menaces de l'occupation de Greenland. C'est pas notre sujet. De toute façon, restons avec nos relations avec l'Irlande. C'est que l'Irlande est un pays qui fait partie des pays scandinaves du Nord et nos relations avec un tel pays, certes, va donner des privilèges à nos relations. Je viens de lire que le chef du Trésor égyptien, Ahmed Khosrow, a tenu des relations, a fait un accord avec Harvard pour essayer d'accueillir ou fournir aux Égyptiens des bourses dans cette faculté, université prestigieuse en effet. La même chose au niveau de l'Irlande, c'est parce que c'est pas seulement le ministère des Relations étrangères, mais également de la Défense. Vous voyez, alors cette relation, si l'Irlande a dépêché son ministre, ou sa ministre, pardon, pour visiter l'Égypte à un tel moment où le temps risque de se fragiliser et à la lumière de la crise internationale ou les troubles qui sèment le Moyen-Orient en général, et de choisir l'Égypte qui est le seul pays stable, c'est une question qui mérite davantage d'examen et d'analyse, parce que certainement c'est pas fortuit. Oui, c'est pas fortuit comme ça. Oui. Bon, on reprend notre sujet sur les énergies renouvelables qui ont dépassé le cadre strict de la protection de l'environnement pour s'imposer comme un pilier des politiques publique contemporaine. Elle constitue aujourd'hui un instrument de souveraineté, de sécurité et d'indépendance stratégique dans un monde marqué par l'incertitude géopolitique. Investir dans les énergies renouvelables revient à investir dans la capacité des États à décider librement de leur avenir. Les énergies renouvelables ne sont plus seulement un choix écologique, mais une nécessité stratégique pour les États soucieux de préserver leur souveraineté, leur sécurité et leur capacité de décision indépendante. Le pétrole et le gaz sont concentrés dans certaines régions du monde, souvent marquées par l'instabilité politique ou les tensions internationales. Cette dépendance limite la marge de manœuvre diplomatique des pays importateurs qui peuvent subir des pressions économiques ou politiques. Les énergies renouvelables, en revanche, reposent sur des ressources locales telles que le soleil, le vent et l'eau, difficilement monopolables. Leur développement permet aux États de sécuriser leur approvisionnement énergétique et de renforcer leur autonomie stratégique. Initialement perçues comme un outil de protection de l'environnement, les énergies renouvelables sont désormais au cœur des stratégies de souveraineté énergétique. Produire localement son énergie signifie maîtriser une composante essentielle du fonctionnement de l'économie nationale. Les États qui contrôlent leur production énergétique disposent d'une plus grande liberté dans leurs choix politiques et diplomatiques. Madame Amira Hussein, je rappelle que vous êtes experte en développement durable. Là, une très belle phrase qui m'a attiré: investir dans les énergies renouvelables revient à investir dans la capacité des États à décider librement de leur avenir. Explication. Oui, vous voyez, justement, si c'est comme je viens de vous dire que précédemment que les questions telles l'énergie, ça relève de la sécurité stratégique nationale
des États. Il ne faut pas être dépendant d'un autre État pour, en quoi que ce soit énergie ou autre, vous voyez. Parce que l'Égypte, maintenant, ce n'est pas un pays pétrolier, dépend de l'importation de ses besoins, que ce soit en gaz naturel, que ce soit en pétrole ou en essence ou carburant des autres pays. Ce qui pèse lourdement sur le budget égyptien parce que ça nécessite beaucoup de devises étrangères. Oui. Vous voyez? Bien sûr. Alors, et si un pays quelconque décide de ne pas exporter à l'Égypte une telle quantité de gaz ou de pétrole, l'énergie, il y aura une grande crise, que ce soit au niveau des industries, des hôpitaux, justement, de tout. Vous voyez? Alors, il faut que chaque pays sécurise et assure sa sécurité en termes énergétiques, oui, entre autres. Sa sécurité nationale et en général. L'exemple que j'aimerais mentionner, c'est que en termes d'indépendance, c'est que la Chine maintenant la plus grande réserve des minéraux rares. Oui. Et le Japon importe de la Chine ses besoins en minéraux rares de la Chine. Et ces dernières semaines, la Chine restreint ou rétrécit l'exportation de ces minéraux rares au Japon, parce que le Japon la défie en termes de l'île de Taïwan, justement. Ce qui a poussé le Japon à chercher ailleurs ses besoins en faisant une exploration, une prospection maritime autour d'une île qui relève de sa souveraineté, là où il y a la 3e réserve des minéraux. C'est un exemple. C'est un exemple que chaque pays doit assurer sa souveraineté ou préserver sa souveraineté via sa autosuffisance, en assurant sa autosuffisance. C'est que l'Égypte cherche à avoir. Et ce, avec le développement de la zone industrielle du canal de Suez, en créant le parc solaire de l'Ain el-Soukhna, de Ben, de Kena, de Naga Hammadi, le gouvernorat de Kena, le projet dont on vient de parler, celui de Naga Hammadi. Surtout dans le cadre de développement de la Haute-Égypte, le Sud. Le Sud maintenant, le sud de l'Égypte est au focus et au centre de focus parce que ça limite l'exode rural. La part de la citoyenneté où les citoyens ont des droits d'avoir des services offerts par l'État, ont droit au développement. C'est pourquoi tous les projets de développement maintenant sont plutôt faits au sud du pays. Les projets que l'Égypte fait maintenant pour nationaliser la fabrication des pièces ou toutes les composantes technologiques ici, ça fait part de ce plan-là, d'assurer de l'autosuffisance et du coup la sécurité nationale du pays. C'est-à-dire la géopolitique actuelle a-t-elle accéléré cette transition énergétique dans le monde? Oui, certes, parce que, vous voyez, chaque pays joue des cartes dont il dispose, qui est sous sa disposition, que ce soit atout technologique, la fameuse dispute entre la Chine et les États-Unis sur les micropuces. La Chine maintenant les fabrique, vous voyez, et ces coups de force fait de sorte que chaque pays doit chercher un atout ou un levier, si vous voulez, pour que ses intérêts soient mieux préservés. Oui, c'est comme un exemple que la Russie, qui dispose de la plus grande quantité de carburant ou de pétrole, etc., quand elle a décidé d'arrêter de les exporter vers l'Europe, alors c'était la catastrophe. Oui. Bon, je passe à un autre sujet, mais bon, à un autre angle du sujet. L'énergie constitue l'un des piliers fondamentaux des relations internationales contemporaines.
Les crises internationales et les conflits armés ont profondément influencé les politiques énergétiques des États en révélant la dépendance énergétique, la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement et l'importance stratégique des ressources énergétiques. Dans ce contexte, l'énergie devient à la fois un enjeu économique, un outil de pression politique et un élément central de la sécurité nationale. Les ressources énergétiques, en particulier le pétrole et le gaz naturel, sont fréquemment utilisées comme moyen de pression politique dans les relations internationales. Les États producteurs peuvent exploiter leur position dominante pour influencer les décisions politiques ou économiques des États importateurs. Les crises géopolitiques telles que les conflits au Moyen-Orient ou la guerre en Europe de l'Est ont montré comment l'approvisionnement énergétique peut être réduit, suspendu ou conditionné à des concessions politiques. Les sanctions économiques imposées à certains pays producteurs d'énergie ont également contribué à la politisation accrue du secteur énergétique. Ainsi, l'énergie devient une arme géopolitique capable d'affecter la stabilité économique, la croissance industrielle et même la cohésion sociale des États dépendants. La sécurité énergétique est aujourd'hui considérée comme une composante essentielle de la sécurité nationale. Elle repose sur la capacité d'un État à garantir un accès stable, sûr et abordable aux ressources énergétiques nécessaires au fonctionnement de son économie et de ses institutions. Les guerres et les crises internationales exposent les risques liés à la dépendance excessive envers des fournisseurs étrangers ou des zones instables. En réponse, de nombreux États ont adopté des stratégies de diversification des sources d'énergie, de constitution de réserves stratégiques et de renforcement des infrastructures énergétiques critiques. Le développement des énergies solaires, éoliennes et hydrauliques permet aux États de renforcer leur souveraineté énergétique et d'accroître leur résilience face aux crises internationales. De plus, les investissements dans les technologies vertes favorisent l'innovation, la création d'emplois et la stabilité économique à long terme. Ainsi, la transition énergétique ne constitue pas seulement un choix environnemental, mais également une stratégie de sécurité nationale visant à assurer l'indépendance énergétique et la stabilité politique. Les crises internationales et les guerres ont mis en évidence le rôle central de l'énergie dans les relations internationales. Les énergies renouvelables apparaissent comme une solution stratégique permettant de réduire les vulnérabilités géopolitiques et de renforcer la sécurité nationale à long terme. Madame Amira Hussein, je rappelle que vous êtes experte en développement durable. L'énergie devient à la fois un enjeu économique, un outil de pression politique et un élément central de la sécurité nationale. Vos explications? Justement, comme vous avez mentionné que lorsque la Russie a affecté les chaînes d'approvisionnement énergétique de l'Europe, l'Europe totale, où l'Europe entière a été affectée. Alors c'est une question de sécurité de premier abord parce que ça n'affecte pas seulement, ça affecte les foyers, la population qui c'est le socle, pardon, les populations, c'est le socle des gouvernements, vous voyez. Les gouvernements sont là pour subvenir aux besoins des populations. Si les populations souffrent, alors ça déstabilise les gouvernements et du coup les personnes au pouvoir. Alors c'est une question qui menace l'énergie est partout, au transport, à l'industrie, c'est la veine principale ou c'est le nerf. Oui. C'est la veine, c'est la source de manger et de boire, voilà, oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, c'est pas une question là où on peut badiner, où on peut les laisser aux aléas des décisions. Vous voyez, il faut sécuriser cette source où l'énergie et ses moyens, et ce pour une durée prolongée. Vous voyez. Et ce qui se passe sur la scène mondiale, qui est un conflit qui se déclenche partout, utilise l'énergie comme
un point de pression, un point fort. Et surtout dans les pays où il n'y a pas le soleil. C'est pourquoi les pays du Sud qui profitent ou qui ont déjà cet avantage peuvent profiter en investissant dans le déploiement de tels parcs solaires et dans le développement des systèmes de sauvegarde ou de cette source d'énergie solaire photovoltaïque, en plus des éoliennes et autres, et géothermiques également. Pour l'exportation en Europe, c'est un marché qui s'ouvre et qui peut aller au-delà de ces conflits et de créer un partenariat égal. Ce que maintenant l'Europe et le Sud... Oui, gagnant-gagnant et égal. Justement, c'est pas vous voyez, maintenant les pays africains ont un atout, un levier via lequel l'Afrique peut changer la donne de la situation. Ce qu'on ne va pas chercher des bailleurs de fonds, mais plutôt des partenaires. Oui, mais l'Afrique a besoin d'un grand développement. Alors, est-ce que c'est possible de jouer sur cet atout? Vous voyez, la technologie des cellules photovoltaïques s'est développée ou a changé de face. La technologie s'est simplifiée. Alors maintenant, c'est très simple à l'Afrique de l'adopter. C'est pas tellement sophistiqué et ce qui était précédemment impossible avec l'Internet, avec l'échange de coopération, de partenariat, surtout entre Sud-Sud, ça peut changer la donne de la situation. C'est que c'est pas tellement difficile. Le financement? Le financement, comme je vous ai dit, une fois que les institutions voient une paix qui s'ancre, qui se stabilise et qui dure, certes, ces institutions ne vont pas hésiter à investir. Parce que ça va aider à la stabilisation du monde, mais le plus important, c'est que les pays africains entendent à la raison et de trouver un moyen pour chercher à imposer la paix. Oui. C'est clair. Oui. Ouais. Bon, l'Égypte connaît une expansion rapide de ses projets d'énergie renouvelable, en particulier les projets solaires et éoliens, grâce à ses ressources naturelles abondantes. L'Égypte a développé des projets solaires photovoltaïques importants dans le complexe solaire de Bemben d'une capacité de 1465 MW. La puissance totale installée de projets solaires opérationnels atteint 1756 MW, comprenant des installations sur les toits et des centrales solaires. Des projets supplémentaires sont à l'étude, avec potentiellement 770 MW supplémentaires, pour la plupart portés par le secteur privé. L'Égypte dispose de projets éoliens dans la région du golfe de Suez et d'autres sites stratégiques. Des accords ont été signés avec des entreprises internationales pour développer des fermes éoliennes totalisant des milliers de mégawatts. Le pays étudie l'extension des surfaces dédiées pour l'énergie éolienne pour renforcer sa capacité de production sur le long terme. L'Égypte vise à atteindre 42% de sa production électrique à partir de sources renouvelables d'ici 2030, ce qui constitue un objet ambitieux pour sa transition énergétique. L'Égypte se positionne aujourd'hui comme l'un des acteurs clés de la transition énergétique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, allocation de vastes superficies pour les projets d'énergie renouvelable. Des projets de câbles électriques sous-marins vers l'Europe sont en cours de planification pour exporter de l'électricité renouvelable vers l'UE, notamment en coopération avec la Grèce. L'Égypte rivalise avec d'autres pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc, en termes de développement de l'électricité solaire et éolienne et attire des investissements internationaux pour accroître sa capacité de production. L'hydrogène vert représente une opportunité stratégique majeure pour l'Égypte grâce à ses ressources renouvelables disponibles et sa position géographique stratégique. Des mémorandums d'entente ont été signés pour promouvoir la production d'hydrogène vert, d'ammoniac vert et de combustibles verts dérivés. Des projets très ambitieux sont planifiés, dont des installations d'une capacité totale de dizaines de mégawatts à dizaines de milliers de mégawatts de production d'énergie renouvelable pour l'hydrogène vert.
L'Égypte bénéficie d'un emplacement géographique avantageux, proche des marchés européens et du Moyen-Orient, ce qui renforce son potentiel pour devenir hub régional d'hydrogène vert et fournisseur vers l'Union européenne ou d'autres marchés. Alors, Madame Amir Hassine, je rappelle que vous êtes experte en développement durable. L'Égypte connaît une expansion rapide de ses projets d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on peut dire que l'Égypte peut devenir un leader régional des énergies propres? Certes, justement, parce que vu son littoral qui est large, que ce soit à la Méditerranée, à la mer Rouge, ce qui fournit que l'Égypte, ce qui favorise l'Égypte en termes de l'énergie géothermique, que ce soit éolien et également énergie solaire. Et avec son littoral, l'Égypte et que son accès à la mer Rouge et à la mer Méditerranée, elle peut être un hub pour la production de l'hydrogène vert qui nécessite dans sa production un potentiel important de refroidissement, ce qui se fait ce qui peut être fait au niveau des littoraux, et également l'énergie atomique avec le Daba, d'où son site qui a été choisi près de la Méditerranée pour le souci de refroidissement. Oui. Oui. Et également sa proximité du marché européen. Justement, nous sommes de Sicile à une quinzaine de kilomètres près de Sicile. Vous voyez, c'est justement... alors, nous pouvons exporter vers l'Europe cet excédent, ce qui va nous fournir les devises étrangères importantes pour notre économie. Et également, nous pouvons ainsi diminuer notre contribution des émissions de gaz à effet de serre, ce qui va jouer un rôle dans le marché de carbone. Nous allons avoir une indemnisation également. Alors, notre site géographique nous a privilégié, nous privilégie en effet. Et surtout le climat aussi. Et surtout le climat. L'impact sur l'économie et l'emploi. Le projet de Naga Hamed à lui seul a fourni 5000 opportunités de travail. Vous voyez? Alors un seul projet, 5000 opportunités de travail. Vous voyez? Alors ça fournit beaucoup de profits et de bénéfices. Je vous remercie beaucoup, Madame Amir Hassine. Je rappelle que vous êtes experte en développement durable. C'est la fin de notre émission. Très très bonne soirée. Au revoir.